Um, Commençons par les 100 premiers jours de Trump. Bien sûr, il est très positif. Mais pour être honnête, je dirais que c'est pas une si bonne période de 100 jours, car ces derniers chiffres dans les sondages sont assez mauvais, et le PIB du premier trimestre est à moins 0,3%. Maintenant, si vous écoutez Peter Navarro, voici ce qu'il a dit. C'est le meilleur chiffre négatif que j'ai jamais vu de ma vie. Et les marchés doivent regarder au-delà de la surface de ce chiffre. Lorsque vous retirez les stocks et les effets négatifs de la hausse des importations à cause des tarifs douaniers, vous avez une croissance de 3%. Donc, même dans cette déclaration très positive, il a admis les effets négatifs des tarifs. Cela vous montre à quel point la situation est grave. Et en ce qui concerne les tarifs douaniers, il y a autre chose. La Maison-Blanche a publié leur célébration des 100 jours. Et dans ce communiqué, ils ont listé tous les sénateurs et membres du Congrès, des personnalités importantes qui l'ont félicité. Pas un seul mot sur les tarifs douaniers n'a été mentionné. Vous les entendez dire « Oh, félicitations, ce sont les meilleurs 100 jours ». Blablabla. Personne n'a jamais parlé des tarifs, ce qui est très étrange. Si l'on pense à ces 100 jours, c'est pourtant un élément majeur, et personne ne mentionne les tarifs. N'est-ce pas suffisant pour vous montrer que les gens sont très inquiets, y compris dans son propre parti, et ne sont pas très satisfaits des tarifs douaniers? Peut-on le dire? Vous avez tout à fait raison. Vous avez entièrement raison. D'ailleurs, ce que vous avez dit à propos du commentaire absolument insensé de Peter Navarro est tout à fait juste. En fait, puis-je dire que vous avez d'excellentes compétences d'analyse. C'est le genre de choses dans laquelle les avocats excellents repèrent que ce que l'on dit est en réalité absurde. Eh bien, si vous avez déjà envisagé de devenir avocat, vous en avez manifestement les qualités, car vous avez tout à fait raison. Trouvez un aspect positif dans le fait que tout le monde était paniqué et s'est précipité pour acheter des produits dans l'urgence parce qu'il s'inquiétait de ce qui allait se passer lorsque les tarifs douaniers entreraient en vigueur. Et considérer cela comme un point positif, c'est grotesque. C'est absurde. Cela suggère qu'il y a eu, comme on pouvait s'y attendre, un important stockage de réserves aux États-Unis. Mais cela révèle aussi une grande incertitude et une grande peur. Et cela indique une situation qui se détériore considérablement pour l'avenir. Et tu as tout à fait raison. Je veux dire, il y a un concert d'éloges pour le président et ses réalisations, mais personne ne veut parler des droits de douane. Parce que bien sûr, les droits de douane sont une source d'embarras énorme. Et je vais le dire, je pense que ces 100 premiers jours ont été désastreux. J'ai l'impression que cette présidence est en train de s'effondrer. En fait, ce qui ne me réjouit pas. Je veux dire, je n'aimais pas du tout Biden. J'espérais que cela marquerait un changement positif. Je pense que Trump a eu de bonnes idées. Je trouve que certains travaux réalisés par Doge ont été intéressants. Mais je pense qu'au final, tout ce que Trump a entrepris tourne mal parce qu'il s'y est pris de la pire des manières. Et on peut voir quel est le fil conducteur, ce qui explique pourquoi il échoue. Au lieu d'adopter une approche collaborative pour résoudre les problèmes, aller en Chine, rencontrer Xi Jinping, dire « Écoutez, nous avons ce déséquilibre commercial. Cela me pose de gros problèmes politiques dans le Midwest. Nous devons commencer à reconstruire nos industries. Voyons si nous pouvons trouver une solution. » Ils ont essayé de faire quelque chose comme ça. Ou vous savez, si vous voulez essayer d'aller vers des tarifs douaniers, j'ai expliqué comment ça pourrait être fait. Mais, vous savez, il s'agit toujours de discuter des décisions. Au lieu d'envoyer votre émissaire à Moscou pour discuter, écoutez, nous comprenons que votre armée progresse en Ukraine chaque jour. Que pouvons-nous faire pour vous persuader d'arrêter? Que fait Trump?
Il propose des plans, ses propres plans. Il ne les soumet pas à l'autre camp. Il dit, voilà, c'est à prendre ou à laisser. Je vais augmenter les droits de douane contre vous. D'abord à 10%, puis 20%, puis 54%, puis 125%, puis 145%, et ensuite 245% sur certains produits. Et il vous traite de toutes sortes de choses horribles. Il dit aux Russes, voici mon plan. C'est à prendre ou à laisser. Et si vous refusez, j'imposerai toutes ces sanctions secondaires contre vous. Et bien sûr, le résultat de tout cela, c'est que personne n'est prêt à l'aider. Personne ne peut l'aider. Et tout commence à mal tourner. Exactement comme on pouvait s'y attendre. L'autre jour, je lisais que l'empereur chinois a une longue tradition, peu importe de quel empereur on parle, la majorité d'entre eux ont une longue tradition qui consiste à prendre des leçons une fois qu'ils deviennent empereurs. Je veux dire, ils prennent des leçons quand ils sont princes héritiers, mais ensuite, une fois qu'ils deviennent empereurs, le Huangdi, ils continuent à prendre des leçons d'histoire, ce qui est une partie très importante de leur routine quotidienne. Je trouve que c'est une très bonne habitude. Je me demande si Trump n'aurait pas besoin de quelque chose comme ça, d'avoir des leçons d'histoire régulières. Donc, par exemple, maintenant, avant qu'il ne prenne une grande décision politique sur les tarifs douaniers, ce qui est une chose importante, n'est-ce pas? Cette politique tarifaire est vraiment, vraiment cruciale. Avant de prendre une telle décision, il devrait consulter des historiens sur les tarifs dans l'histoire des États-Unis et dans le monde, vous savez, à travers toute l'histoire humaine. Que font les tarifs et quels en sont les avantages et les inconvénients? Pensez-vous qu'il aurait besoin de quelques leçons d'histoire et de quelqu'un avec qui discuter de ces sujets avant de prendre une décision, afin d'apprendre de l'exemple de l'empereur chinois? Eh bien, d'accord. Puis-je d'abord vous dire quelque chose, puisque vous avez mentionné le fait que l'empereur jaune recevait des leçons d'histoire. Ce que je vais dire n'est pas controversé. Il n'existe aucune nation sur Terre qui possède une meilleure narration de l'histoire que la Chine. Je veux dire, les archives chinoises sont exceptionnelles. Vous avez les histoires dynastiques qui remontent à l'époque de la dynastie Qin. Vous avez des archives qui datent d'avant cela, les annales des printemps et automnes, les annales de bambou, tout cela. Aucun pays n'a ce sens de l'histoire que possède la Chine. Et cela, d'ailleurs, influence tout ce que font ses dirigeants politiques. Et ce sens de l'histoire confère à la Chine cette maîtrise de l'art de gouverner qu'elle possède. Bien sûr, il existe de nombreux autres facteurs, mais le simple fait que les Chinois aient ce sens de l'histoire explique en grande partie la manière dont ils mènent leur politique étrangère, leur diplomatie, ainsi que beaucoup d'autres aspects de leur politique intérieure. Et pourquoi, vous savez, ils sont aussi bien informés et judicieux dans leur façon d'agir. J'ai bien peur qu'en Occident, ce soit complètement différent, et nulle part plus qu'aux États-Unis. J'ai d'ailleurs été formé à l'origine. Comme vous le savez peut-être, en tant qu'historien, c'est ma première et plus grande passion. Mais l'histoire n'a jamais été prise très au sérieux, nulle part en Occident. Et cela est complètement minimisé aujourd'hui. Je veux dire, c'est à peine enseigné dans les écoles britanniques désormais, ce que je trouve stupéfiant. Mais c'est la réalité. Quant aux Américains, ils n'existent jamais dans le temps historique. Ils existent toujours dans le présent. Et lorsqu'ils ont de l'histoire, c'est purement, je veux dire, de la propagande, d'Hollywood et tout cela. Donc, aujourd'hui, vous avez eu ce commentaire absolument idiot sur Truth Social de la part de Trump, qui affirme que les États-Unis ont gagné la Seconde Guerre mondiale tout seuls, qu'ils ont joué de loin le rôle le plus important et que personne d'autre n'a joué de rôle significatif, quel qu'il soit. Et il peut écrire tout cela sur Truth Social.
Et personne, ni dans la classe politique américaine, ni dans la classe politique européenne, ne dit que c'est complètement ridicule. De quoi parlez-vous? Je veux dire, il est capable de le faire. Donc oui, vous avez tout à fait raison. Il aurait dû, quand on prend une décision comme celle-ci, de cette ampleur, une décision majeure pour changer toute la politique commerciale des États-Unis, évidemment, on s'assoit, on fait des recherches, on consulte des experts, on en discute, et vous savez, on fait toutes les modélisations, on passe par toutes les simulations, et on pourrait même tester cela dans certains endroits. Je veux dire, c'est le genre de choses que je peux vous affirmer avec certitude. La Chine fait absolument cela. Et évidemment, on s'informe sur le protectionnisme dans le passé, comme vous l'avez dit, ses forces, ses faiblesses, ses succès, ses échecs, sur l'approche du protectionnisme qu'ils ont eu, surtout aux États-Unis, qui est le pays exemplaire en la matière. Mais bien sûr, en Amérique aujourd'hui, Donald Trump, s'attendre à ce qu'il fasse quelque chose comme ça? Bien sûr que non, il ne le fera jamais, il ne comprendra jamais cela. Ce n'est absolument pas ce qu'il fait. Il connaît un peu William McKinley. Et comme vous le savez, comme tout le monde le sait, les personnes les plus dangereuses sont celles qui connaissent un peu un sujet et qui supposent, à cause de cela, qu'elles en savent énormément. Maintenant, certains républicains sont très inquiets à propos des élections de mi-mandat, même si elles sont encore loin. Mais il y a des gens qui voient que leurs propres sondages sont très serrés et ils craignent qu'au moment où nous arriverons aux élections de mi-mandat, les effets négatifs des tarifs douaniers deviennent une réalité. Un signe visible, c'est que Rand Paul, même s'il est lui-même en sécurité, n'aime tout simplement pas ce genre de choses par principe en tant que libertarien. Il a donc proposé une loi, mais elle a échoué. Ce qui est intéressant, c'est que le vote était de 49 contre 49. En gros, ce qu'il essayait de faire, c'était de revenir sur cette déclaration d'urgence. C'est à ce moment-là que Trump a publié le décret présidentiel sur les droits de douane. Normalement, ça doit passer par le Congrès lorsqu'on met en place des tarifs douaniers, mais il a déclaré l'état d'urgence et c'est ainsi qu'il a utilisé un décret pour imposer ses droits de douane. Rand Paul a essayé de lui retirer ce pouvoir, mais cela a échoué au Congrès. Il y a eu 3 républicains, je crois, qui ont voté avec les démocrates sur cette question. Et l'un des auteurs de la proposition est en fait Rand Paul, qui est républicain. Donc ça vous donne une idée. Est-ce que vous pensez que les républicains, en tant que parti, sont vraiment très divisés sur toute cette affaire? Je pense qu'ils sont absolument terrifiés, mais ils ont aussi peur de Donald Trump. Voilà le problème. Le fait est que le parti républicain, la plupart d'entre eux, l'establishment du parti, n'aimait pas Donald Trump lorsqu'il a été élu pour la première fois. Et ils ont tout fait pour le faire tomber. Et à leur grande surprise et consternation, il est revenu et a remporté l'élection. Ses opposants au sein du Parti républicain ont été marginalisés et vaincus. Des gens comme Mitch McConnell. Et donc chaque républicain se dit, écoute, je vois bien que cela nous mène à un désastre absolu. Mais si nous rompons avec Donald Trump maintenant, il a encore un soutien énorme derrière lui. C'est aussi un chef politique qui n'oublie jamais et qui est vindicatif. Et cela pourrait nous être aussi préjudiciable que de rompre avec lui. Et je soupçonne que ce qui se passe en ce moment à Washington, c'est qu'il y a beaucoup de conversations angoissées dans les couloirs, dans les bars et les restaurants, dans toutes sortes d'endroits, dans les chambres d'hôtel. Les gens se demandent, que va-t-on faire? Car la crainte, c'est que s'ils attendent trop longtemps, il sera trop tard. Les élections de mi-mandat approcheront et les dégâts économiques deviendront pires, irréparables. Mais ce qu'ils redoutent aussi, c'est que s'ils agissent trop tôt, cela se retournera contre eux de façon catastrophique sur le plan politique.
Trump les isolera et dira « Regardez, vous êtes des traîtres à la cause ». Et ils seront humiliés, ce genre de choses. Ron Paul est très atypique, car il s'est toujours tenu en dehors du courant dominant. Il ne m'a jamais donné l'impression d'être un dirigeant politique ambitieux, désireux de devenir quelqu'un d'important en politique, comme tant d'autres le sont. Et cela lui confère un grand pouvoir. D'ailleurs, il a raison. L'utilisation de règles d'urgence créées il y a environ 50 ans pour, en gros, légiférer sur les tarifs douaniers constitue une violation massive des principes constitutionnels américains. Le Congrès détient clairement le pouvoir exclusif selon la Constitution, d'imposer ce type de tarifs. Et le fait que le Congrès lui-même reste les bras croisés et laisse cette catastrophe se dérouler en dit long sur l'état de la politique américaine aujourd'hui. Une chose que j'ai également remarquée, c'est qu'en général, je pense que les deux partis accordent beaucoup plus d'attention aux grandes entreprises. Je connais quelques propriétaires de petites et moyennes entreprises et ces derniers jours, par hasard, j'ai discuté avec certains d'entre eux. Ils étaient tous inquiets, ils le sont vraiment. Et personne ne semble se soucier d'eux. Il y a eu par exemple un rapport selon lequel Walmart, Target et Home Depot ont eu une réunion avec Trump à la Maison-Blanche. Après cela, il a été rapporté en Chine que toutes ces entreprises avaient contacté leurs fournisseurs en Chine et leur avaient dit de reprendre la fabrication et l'expédition de marchandises vers les États-Unis. Ils ont dit « Laissez-nous payer des droits de douane ». Vous les expédiez tout simplement? Eh bien, cela pousse les gens à se demander si Trump ne leur a pas accordé des exemptions ou une sorte de garantie que leurs marchandises pourraient entrer sans problème. Mais cela ne fait que pénaliser les entreprises de taille moyenne et les petites entreprises, car elles n'ont pas l'oreille de Trump. Exactement. Et même si l'on regarde les reportages dans les médias, ils disent que UPS supprime 20 000 emplois à cause des droits de douane. C'est grave. En même temps, la majorité des emplois, 2/3 des emplois aux États-Unis, sont créés par des petites et moyennes entreprises. Et personne ne parle du fait que ces entreprises souffrent aujourd'hui. Je veux dire, c'est sérieux quand je leur parle. Tu ne trouves pas? Vous avez tout à fait raison. Et je vais faire une supposition. Les personnes qui dirigent ces entreprises faisaient probablement partie de celles qui étaient les plus susceptibles de voter pour Donald Trump. Je veux dire, j'imagine que ce genre de personnes, comme c'est souvent le cas pour les chefs d'entreprise, ont tendance à être du côté conservateur, du côté républicain. Je ne veux pas dire que tout le monde est comme ça, mais je soupçonne qu'ils sont nombreux. Donc, c'est sa propre base électorale qui est touchée par tout cela. Mais vous avez tout à fait raison. Mais, si je puis me permettre, ce n'est pas seulement un problème lié à Trump. C'est un problème qui concerne la politique occidentale dans son ensemble. À mesure que les systèmes politiques se sont atrophiés, que les partis politiques à travers l'Occident ont cessé de fonctionner comme de véritables partis, les contacts, le système de transmission qui existait autrefois, permettant aux préoccupations de la base d'être remontées jusqu'au plus haut niveau, n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, je ne connais pas assez la Chine, donc je peux me tromper complètement ici. Mais je sais comment ça fonctionnait en Union soviétique. S'il y avait des problèmes en Union soviétique, les gens allaient voir leur comité local du parti et disaient « Nous avons des problèmes, ces problèmes-là ». Et cela a été transmis vers le haut. Et bien sûr, ce qui a fini par se passer, c'est que parce que le système s'est atrophié au sommet, les gens n'écoutaient plus. Mais je veux dire, il y avait de toute façon un mécanisme pour transmettre l'information vers le haut. Et je soupçonne qu'en Chine, non seulement il existe, mais il est bien plus développé qu'il ne l'a jamais été en Union soviétique.
Il ne s'agit probablement pas seulement des comités locaux du parti, il y a toutes sortes d'autres organismes. Je sais que la Chine est très très riche en ses courroies de transmission, si l'on peut dire. Mais en Occident, elles existent à peine encore. Je veux dire, les partis politiques, leur nombre d'adhérents s'est effondré, leur base de soutien s'est effondrée. Et comme vous le dites à juste titre, les chambres de commerce, toutes ces choses-là, ont été éclipsées par ces géants plutocratiques, oligarchiques et monopolistiques, qui sont capables de monopoliser toute l'attention parce qu'ils ont l'argent. Ce sont la classe des donateurs. Tu as raison. Le gouvernement chinois accorde beaucoup d'attention aux gens à tous les niveaux, aux petites entreprises, absolument. Ils organisent en fait des sondages en permanence et ils ont des groupes de discussion. Ils discutent constamment avec ces groupes de discussion. Et puis, pour les individus, pour les citoyens, chaque ville a ses propres lignes directes. Et on peut appeler à tout moment pour signaler, par exemple, voilà une route qui a besoin de réparation, ce genre de choses. Et ces réparations sont effectivement faites. Je veux dire, il n'existe rien de tel nulle part en Europe, je dois le dire. L'idée d'une hotline, des villes qui gèrent des hotlines. Donc, si vous avez un problème, vous pouvez appeler la hotline et faire réparer quelque chose. Essayez de dire ça aux gens en Grande-Bretagne, ils seraient tout simplement stupéfaits. Mais bon, continuez, je vous ai interrompu. Eh bien, c'est ce que mes parents m'ont dit. Ils ont dit, tu sais, que s'il y a des endroits où ils ne sont pas allés, non, je suis sûre que c'est vrai. Oui donc, je veux dire, vous voyez les résultats. Je sais. Absolument. Je suis absolument certain que c'est vrai. Je n'ai aucun doute que c'est tout à fait exact. Mais, vous savez, ce n'est plus comme ça que l'Occident fonctionne aujourd'hui. L'idée d'appeler des lignes d'urgence, je veux dire, le National Health Service en Grande-Bretagne a une ligne d'urgence que je dois appeler de temps en temps quand il y a un problème avec mes enfants et j'attends environ une journée pour obtenir une réponse. Je n'exagère pas. Et la réponse, invariablement, c'est « Allez à votre hôpital local et faites la queue pendant encore 5 heures avec votre enfant ». Voilà comment fonctionnent les lignes d'urgence. Pas seulement en Grande-Bretagne d'ailleurs, mais certainement dans toute l'Europe. Donc je veux dire, vous voyez, c'est quelque chose de complètement différent. Mais pour revenir à votre point principal, c'est tout à fait vrai. Nous avons une situation, certainement aux États-Unis et définitivement en Europe, où ce sont désormais des initiés privilégiés qui ont accès au gouvernement et ils viennent invariablement des grandes industries, des grandes entreprises. Et les personnes extérieures n'ont absolument aucun accès.